Il est 5 heures de l'après-midi, la mousson ajoute à la tristesse de la situation. L'aéroport, vous venez de le voir, est vide, les vols internationaux sont déroutés vers Singapour. Les villages paraissent désertés, ce sont des villages malais, les kampungs à droite et à gauche de la route. Sur la route de l'aéroport, d'ordinaire si fréquentée, nous nous dirigeons sous escorte militaire vers un hôtel où sont regroupés tous les journalistes. Les routes de l'aéroport sont sillonnées en permanence par des patrouilles militaires. Sur les bas-côtés de la route, les autobus, des voitures, de nombreuses voitures, sont laissées abandonnées. Elles ont été incendiées par les émeutiers. Et durant le couvre-feu, que se passe-t-il exactement à Kuala Lumpur? Eh bien, les gens ont très peur, ils restent chez eux. Les Chinois jouent au mahjong et les Malais parlent, comme d'habitude, sur les terrasses de leur petite maison en bois. Ceux qui sortent le font en leur risque et péril, comme nous maintenant. Pour quelle raison? Les gens ont très peur de l'armée. La police inspire confiance, et d'ailleurs la police ne tirerait pas, à moins de légitime défense, ne tirerait pas sur les gens qui circulent pendant le couvre-feu. Mais l'armée a des ordres très stricts. Certains régiments qui viennent de Bornéo sont composés de gens qui ne parlent ni le malais ni l'anglais. Et Ils sont très nerveux. Qui sont extrêmement nerveux, oui. Hier, en rentrant du quartier chinois, prenant un virage un peu rapidement, le bruit des pneus, le crissement des pneus a réveillé un soldat de faction et il a tiré en direction de la voiture. Il a eu très peur, comme vous le pensez. Et à propos du ravitaillement? Le ravitaillement a été difficile pendant les 4 premiers jours. Le gouvernement, l'armée, la police maintenant organisent des convois qui transportent du riz et des nourritures essentielles comme l'huile, le sucre dans des boutiques de détail. Voici le visage sinistre de Singapour, les émeutes. Le bilan des émeutes raciales est lourd. Plus de 200 morts, de nombreux blessés, 140 voitures incendiées, plus d'une centaine de maisons brûlées, 2500 arrestations. Les troubles ont commencé mardi 13 mai vers 7 heures du soir. Dans ces émeutes, 7 Chinois ont été tués devant notre école. La police est intervenue assez rapidement, mais les troubles se sont répandus en ville, en particulier dans les villages malais de l'extérieur de la ville, Kampong Baru, Kampong Pandan, etc. Et vers 9 heures, il y avait environ 60 morts. Vers minuit, 200. Et le lendemain, 14 mai, la presse anglaise pouvait dire qu'il y avait environ 5 à 600 morts dans la ville. Et ces victimes appartenaient à la communauté chinoise ou bien à la communauté malaise? Mélangés. Il y avait des Chinois et des Malais, mais une grosse majorité de Chinois. En principe, ce sont des Chinois qui sont tués. Ce sont des Chinois qui ont été tués dans... Et comment expliquer cela? Il y a eu une flambée anti-chinoise, due d'une part à la victoire du Gerakan, parti de gauche, à prédominance chinoise. Il comporte également des Indiens, mais c'est un parti surtout d'influence chinoise. Et les Malais ont pris peur peut-être? Les Malais ont eu peur que les Chinois contrôlent le gouvernement. En fait, ce parti de Gerakan contrôle les 3 États les plus riches de Malaisie. Il y a eu une maladresse probablement qui a été de les réunir dans cette avenue. Et lorsque le sang a été versé, l'inévitable s'est produit dans toute la ville. Tête coupée, bras arrachés, nous avons vu cela à quelques mètres.
Et les Chinois se sont également pris à des Malais. Oui, alors les Chinois ont immédiatement réagi et s'en sont pris à des Malais, particulièrement dans un cinéma du centre de la ville. Ils ont attaqué le cinéma et tué et blessé plusieurs familles malaises. Donc pas de quartier de tous les côtés. Pas de quartier, absolument pas. Ce sont les réfugiés, des Chinois ou des Malais, dont les maisons ont été détruites ou bien des gens qui ne peuvent regagner leur domicile situé dans les zones interdites. Un Français habitant la Malaisie depuis 23 ans nous explique maintenant comment le passé éclaire le présent. Peut-on expliquer ce qui vient d'arriver en faisant référence au passé? Oui, il y a plusieurs facteurs historiques qui expliquent la situation qui existe ici depuis une semaine. De l'histoire presque ancienne, dirais-je, la constitution de la population de ce pays, avec à l'origine uniquement une population malaise, autochtone, sur laquelle sont venues s'ajouter des couches d'immigration parallèlement à la colonisation. Il y a eu le passage des Portugais, puis des Hollandais, puis des Anglais. Et à mesure que ces gens mettaient le pays en valeur et le développaient, il y a eu des apports de population chinoise et des apports de population indienne qui sont arrivés progressivement au cours du 19e siècle et la première partie du 20e siècle. Il n'y a pas eu assimilation de toutes ces populations. Il y a un début d'assimilation. Ça a été l'effort principal du gouvernement depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1957, de créer une nation unie avec ces populations diverses. Et avec une langue qui est essentiellement la langue malaise. Avec la langue malaise, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui le malais, ou plus exactement le Bahasa Kebangsaan, qui est la langue nationale. Il y a encore deux langues officielles, la langue anglaise et le Bahasa Kebangsaan. Les Chinois sont en général assez hostiles à l'apprentissage d'une autre langue, en général. Je ne dirais pas qu'ils sont hostiles à l'apprentissage d'une autre langue. Ce qu'ils veulent, c'est préserver leur culture. Ils sont prêts à apprendre la langue nationale, mais ils veulent maintenir leur culture proprement chinoise en même temps. Le Parti communiste est banni en Malaisie. Les communistes se sont surtout infiltrés dans le parti appelé Labour Party, qui a donc boycotté les élections. Nous sommes dans le quartier chinois qui est patrouillé par la police, étroitement surveillé. Et durant la levée du couvre-feu, seuls les quartiers malais restaient interdits à toute circulation. Les Malais ont toujours détenu en Malaisie la puissance politique. Les Malais veulent avoir plus de puissance économique. Les Chinois, eux, de leur côté, détiennent le pouvoir économique et demandent une plus grande participation aux affaires du pays. Voilà le drame de la Fédération de Malaisie. Qui est responsable des émeutes? Il est difficile de le dire. Est-ce les communistes? Est-ce les extrémistes malais qui veulent une Malaisie malaise et non une Malaisie malaisienne? Princesse, comment vivent les Malais en Malaisie? Alors voilà, les Malaises sont en général des gens qui sont très simples, qui sont pauvres, qui habitent dans la campagne plutôt. Et que font-ils? Est-ce qu'ils sont agriculteurs en principe? Oui, ils sont agriculteurs. Ils font la pêche. Ils cultivent du riz et du caoutchouc, par exemple. Il y a très peu de commerçants et très peu d'industriels malais. Oui, il y a très peu de commerçants en Malaisie. Ce sont les Chinois qui tiennent ces positions. Oui. Il n'y a pas un sentiment de frustration chez le Malais? Oui. La religion des Malais, ici la religion est bien d'État, et l'islamisme. Et l'islamisme, oui. Et en quoi cela consiste-t-il? Ils sont tous musulmans. Oui. Les Malais sont tous musulmans. Ils prient 5 fois par jour. Même à Kuala Lumpur. Même à Kuala Lumpur. Dans chaque village, il y a toujours un mosquée. Ils sont très croyants, très pratiquants. Très croyants, oui. Ils ne mangent pas de porc.
ils méprisent un peu les Chinois, ils les regardent un peu sales parce qu'ils ne mangent pas du porc, etc. Ils croient que les Chinois ne croient pas en Dieu. Et c'est pour ça qu'ils considèrent un peu les Chinois comme des infidèles. Oui, ce qui est l'islam traditionnaliste. Oui. Le drame de la Malaisie, le voici sur ces images. L'imbrication des deux communautés. Le Chinois qui vaque à ses occupations et le Malais qui prépare ses outils agricoles. Pour ce professeur chinois, il y a encore espoir de voir vivre en paix les deux communautés. Monsieur le professeur, à quelle époque remonte l'implantation des Chinois ici en Malaisie? Oh, il faudrait dire que les Chinois sont ici depuis à peu près 300 ans. Ils sont venus pour travailler, pour chercher de la vie, et pour cultiver la terre et pour planter. Et quand ils sont devenus un peu riches, ils retournent à la maison pour construire une petite maison. Et les Chinois qui sont venus ici sont principalement du sud de la Chine, de Fujian et de Guangdong. Et qui a favorisé l'implantation de ces Chinois? Ce sont les Anglais qui ont commencé la plantation de caoutchouc. Et les Chinois sont devenus avant eux, sûrement, et ils ont cultivé de la terre autre chose que le caoutchouc. Le caoutchouc est planté depuis à peu près moins de 100 ans. Et les Anglais ont fait appel à la main-d'œuvre chinoise? Oui, oui, ils ont demandé ça. Et ça a contribué énormément à faire venir des Chinois. Oui, c'est ça. Ce qui explique l'accroissement du nombre des Chinois peut-être en Malaisie. Oui. Et alors, comment se fait-il... Et les Chinois venaient avant les Anglais aussi. Absolument. Et comment se fait-il que les Chinois, venus d'une province qui était non pas très riche, soient devenus assez riches ici? Parce qu'ils travaillent très bien. Ils font des économies. Et la religion qu'ils pratiquent? La religion pratique, les Chinois en général n'ont pas de religion. Ils sont bouddhistes en nom. Mais certainement, il y a beaucoup qui pratiquent le bouddhisme et d'autres n'en pratiquent pas du tout. Et au point de vue économique, actuellement, quels sont les domaines dans lesquels les Chinois sont privilégiés? Oh, ils sont des industriels, ils font des commerces. Ils sont des ouvriers, ils sont des mécaniques. Ce sont des gens qui habitent les villes en principe? Ils sont dans les villages aussi. Oui, il y a beaucoup de fermiers. Oui, mais enfin, la majorité des Chinois... la majorité des Chinois est dans la ville. Et dans la ville. Oui. Et les Chinois, comme dans le sud-est asiatique, tiennent tout le commerce du grain ici, de distribution, tout ce qui est important. On peut dire le deuxième ordre. Ce sont les étrangers qui tiennent le premier. Ah bon? Oui, les grandes banques sont les mains des Anglais ou d'autres et les Chinois viennent nations. En second rang. Oui. Mais vous avez confiance, vous, monsieur le professeur, entre une sorte d'osmose entre les Chinois et les Malais ici? Oh, je crois que tout passe, tout s'efface, mais tout ira bien. C'est une parole de Confucius, ça, un peu, non? Non, c'est plus le français, je crois. Merci. Les résultats des élections ont marqué dans ce pays l'échec du parti gouvernemental et ce sont les partis extrémistes malais et extrémistes chinois qui ont enregistré des succès. M. Tan Suu-Kyi, ministre des Finances, c'est un Chinois, ne participera pas au prochain gouvernement. Voici pourquoi. Envisagez-vous de participer au prochain gouvernement? Notre parti a décidé de participer seulement au prochain gouvernement provisoire. Pourquoi? Parce que les électeurs chinois désapprouvent notre participation à un prochain gouvernement. There will be an extremist party and Malay's government. No, I think that is unfair. It will not be an extremist government, but it will be a Malay government, I agree. En Malaisie, il y a 4,5 millions de Chinois pour 5,5 millions de Malais. Voici maintenant Tun Abdul Razak, le ministre de la Défense, l'homme qui est chargé de rétablir l'ordre à tout prix à Kuala Lumpur.
Pensez-vous à la possibilité d'un gouvernement sans les Chinois? Je ne crois pas, car ce pays est multiracial et ce fut toujours notre politique d'avoir un gouvernement de coalition comprenant 3 partis représentant les 3 communautés malaises, chinoises et indiennes. Nous avons toujours réclamé cette représentation tripartite car nous pensons que seul un gouvernement d'union peut diriger ce pays dans la paix.